Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'avocat. Je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. J'ai eu le plaisir de donner la semaine dernière le premier atelier de la formation Bien dans ma robe, dont j'ai déjà parlé sur ce podcast, et dans laquelle je donne des clés aux jeunes avocats pour bien vivre leur exercice professionnel. Nous avons parlé de comment être proactif pour ne pas subir les événements, en particulier en cabinet d'avocat, et des échanges très stimulants ont émergé, ce qui me fait plaisir car je crois vraiment au fait qu'en réfléchissant ensemble, avec une bonne méthode, on peut déboucher sur de nouvelles perspectives et surtout sur des solutions. C'est aussi un vrai plaisir pour moi que d'être accueillie au sein du cabinet Bold pour donner ces ateliers et je les remercie encore. Je ne saurais vous recommander assez d'écouter l'interview de Clarisse Bérébi, donc l'épisode 7 de Fleurs d'avocat, qui illustre très bien cette idée de proactivité dans sa gestion de carrière. N'oubliez pas également de réserver votre 27 juin pour venir fêter le 35e épisode de Fleurs d'avocat et échanger avec moi, des invités du podcast et d'autres auditeurs. Ce sera à l'hôtel Le Pigalle, dans le 9e arrondissement de Paris, et vous trouverez les détails de l'événement sur le site internet, la page Facebook ou bien la page LinkedIn de Fleurs d'avocat. Avant de lancer l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite encore et toujours à laisser 5 étoiles et votre avis sur iTunes ou votre application préférée. Ça prend quelques minutes et vraiment c'est hyper utile pour m'aider à faire connaître le podcast. Je n'en dis pas plus et fais place à mon invité du jour qui est maître Louis-Bernard Buchmann, qui est avocat au barreau de Paris depuis 1974 et au barreau de New York depuis 1989. Il se dédie aujourd'hui à l'arbitrage et à la médiation dans des dossiers internationaux et exerce dans le cabinet LexForce qu'il a fondé il y a quelques mois, ce qui fait de lui, pour reprendre ses mots, un jeune start-upper de 70 ans. Avant de fonder LexForce, Louis-Bernard était associé chez Field Fisher, qui est le cabinet où j'ai fait ma première collaboration. Enfin ma deuxième collaboration, mais la première n'ayant duré que quelques semaines, 2 très exactement. Je considère Field Fisher comme étant ma première collaboration. Bref, le fait est qu'au moment de mon recrutement chez Field Fisher, je préparais l'examen de déontologie qui allait me permettre d'obtenir l'équivalence entre mon titre d'avocat espagnol et le titre français grâce à la magie de l'Union européenne et de l'article 99 du décret de 1991. Et Louis Bernard, qui s'y connaît en déontologie puisqu'il a effectué un mandat au CNB, puis ensuite un mandat au Conseil de l'Ordre du barreau de Paris, m'a reçu pendant 2 heures et a répondu avec une infinie patience à toutes mes questions, en plus de m'avoir envoyé plein de documentation. Il fait certainement partie des personnes qui ont fait que je me suis sentie accueillie dans la profession et par la suite il était sincèrement désolé d'apprendre mon départ de Field Fisher. Alors que j'écris ces lignes, je me dis même que j'aurais pu un peu moins œuvrer dans mon coin avant de changer de cabinet et peut-être lui parler de mes envies. Je suis sûre qu'il m'aurait conseillé avec bienveillance. Enfin, le fait est que pour toutes ces raisons, j'ai eu envie de l'inviter sur Fleurs d'avocat et j'espère que vous serez touchés par sa jovialité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Louis-Bernard Buchmann. Bonjour Lila-Louise. Merci d'être mon invité sur Fleurs d'avocat. Avec grand plaisir. Alors Louis-Bernard, racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenu avocat. Alors c'est une longue histoire que je vais essayer, parce que je suis assez ancien dans la profession, je vais essayer de la faire courte. J'étais étudiant à la fois à Sciences Po, en année préparatoire service public, en droit et en lettres. J'étais aussi en Hippocagne à H4. Je faisais quatre choses en même temps. Tout en même temps. D'accord. À cette époque-là, j'étais très, très allant et je pensais qu'on pouvait tout faire en même temps. Je me suis arrêté à l'Hippocagne, je ne suis pas allé en Cagne. Je suis resté à faire mes 3 parcours parallèles, ce qui était très amusant parce que c'est notre, je ne sais pas si j'ai le temps d'en parler, mais c'était mai 68. Donc je sautais de Sancier, qui était très à gauche, à Assas, qui était très à droite, et j'avais une espèce de schizophrénie, puisque je passais d'un environnement à l'autre, dans la même journée, dans la même demi-journée, en sautant les barricades pour aller de Sancier à Assas. Donc je referme cette parenthèse pour dire que à l'époque j'hésitais beaucoup, parce qu'en fait je voulais être diplomate. C'était mon ambition, et c'est pour ça que je voulais faire service public à Sciences Po. Et puis, par un contact parent d'amis, j'ai pu rencontrer le directeur de l'ENA de l'époque, qui m'a expliqué que je faisais complètement erreur. C'était M. Racine à l'époque, je me souviens de son nom, Pierre Racine. Et il m'a dit, non,
Et je pense qu'il avait totalement raison, pour moi en tout cas, puisque je voulais être diplomate, mais je ne voulais pas être diplomate à la Paul Morand, je voulais être diplomate à la Kissinger. Il va falloir que vous m'expliquiez les différences entre être un diplomate à la Paul Morand et un diplomate à la Kissinger. La diplomatie à la Paul Morand, c'est la diplomatie d'influence culturelle, où on est français, où on montre qu'on est français et qu'on sait bien parler, qu'on fait des choses pour le bien de l'humanité. C'est des grandes et belles idées généreuses. La diplomatie à la Kissinger, c'est la diplomatie, en allemand, realpolitik. C'est-à-dire qu'on a une situation qui est ce qu'elle est, et pragmatiquement, on essaie de faire avancer des intérêts. Donc c'est une autre logique de diplomatie. Et il m'a dit, nous, on ne sait pas faire à l'époque, en tout cas, il n'y avait pas encore eu Fabius à l'époque comme ministre des Affaires étrangères, il n'y avait pas de stratégie d'influence par le droit, notamment, ce qu'a mis en place Fabius quand il était au Quai d'Orsay. Et donc, c'était vraiment la diplomatie à la Paul Morand. Et je ne voulais pas être un diplomate faisant le cursus habituel des diplomates, qui était très bien, très honorable, mais qui ne correspondait pas à ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire agir sur le monde. Et là, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je sois diplomate. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains un bouquin écrit par un avocat américain installé à Paris, qui s'appelait, parce qu'il est mort, Samuel Pisar. Et Samuel Pisar avait fait un bouquin qui, je crois, s'appelait en anglais Peace Through Trade, la paix par le commerce, où il prédisait, on était au début des années 70, que l'URSS imploserait parce qu'il y aurait les contacts avec l'Ouest et que grâce à cela, il y aura un appétit de consommation dans l'Union soviétique de l'époque qui ferait que le système soviétique ne pouvait pas tenir. C'est très visionnaire et j'ai trouvé ça génial comme bouquin. Et donc, je me suis dit, je vais être avocat international comme Samuel Pisar. Et là, j'ai pas d'avocat dans ma famille, je suis vraiment, voilà. Donc, je suis allé à l'ordre des avocats à Paris et je suis tombé sur le membre du conseil de l'ordre de permanence, monsieur absolument délicieux, Philippe Jacob, ancien membre du conseil qui est encore en vie. Et Philippe Jacob a répondu exactement à la question que je lui posais, qui fait du droit international à Paris? Il m'a donné 4 noms de cabinets américains, 3 noms de cabinets anglais et 4 noms de cabinets français. J'ai écrit à tous, et un certain nombre m'ont répondu, et m'ont interviewé, et finalement, c'est un Français qui m'a engagé comme jeune collaborateur ne sachant rien faire. Donc, vous étiez encore étudiant à ce moment-là ou vous aviez quand même passé les examens pour devenir avocat? Alors, j'avais passé le CAPA, je cherchais vraiment ma première collaboration. Ouais, c'était pour votre première collaboration. Ouais, vous aviez vraiment fait votre cursus en vous disant ce sera du droit international et une fois en place, vous avez fait cette démarche auprès de l'ordre. Et comment s'est passée cette première collaboration justement? Elle s'est passée de manière incroyablement géniale puisque j'ai une carrière météorique. Je suis passé de jeune grouillon ne sachant rien faire, collaborateur de première année, à associé d'un grand cabinet qui était le 2e plus grand en France à l'époque, français, en 2 ans et demi. Ah oui, météorite, effectivement. Ah oui, ça n'existe plus. Alors, je regrette que ça n'existe plus, mais j'ai bénéficié de cela. Et donc, mais comment? Expliquez-nous comment. C'est très simple. J'étais le jeune collaborateur du grand patron du cabinet, qui m'a appris ce que c'est que l'avocature et faire l'avocat international vis-à-vis des clients étrangers. Donc j'ai appris énormément grâce à ce patron, Jean-Claude Goldsmith, malheureusement décédé. Il avait aussi de très bons associés à l'époque déjà, et j'ai aussi appris avec ses associés. Et donc, petit à petit, mais assez rapidement, j'ai monté les marches qu'on monte en 8 ans ou 9 ans aujourd'hui, et ils m'ont offert l'association. Et évidemment, on ne dit pas non quand on a une chance pareille. Donc j'ai dit oui. Vous n'aviez même pas 30 ans? Non, je n'avais pas 30 ans. Ouais. Et je me suis retrouvé, voilà, je me souviens, parce que c'est drôle, c'est quelque chose qu'on retient, on était 22 avocats chez Goldsmith, dont il y a des jeunes, des collaborateurs qui ont été faits associés en même temps que moi, donc on était peut-être une 6 ou 8 associés en tout, sur 22. Et le premier cabinet français, c'était Gide, avec 23 avocats. Il y avait un avocat de plus chez Gide, ça je m'en souviens très bien. C'est amusant. Ben oui, c'est amusant, ça tient à pas grand-chose, mais... Non. Donc vous dites, vous avez monté toutes ces marches très rapidement pour devenir associé comme ça, mais c'était quoi ces marches? Qu'est-ce qui vous a appris, justement, qui vous a permis, qu'est-ce qui vous a enseigné, qu'est-ce qui vous a transmis, qui vous a permis de les monter aussi vite? J'ai appris l'humilité, car quand on sort de la fac et qu'on a
la chance d'avoir le CAPA et qu'on est pris dans un grand cabinet, on est à la grosse tête. Et la première chose que un des associés de Goldsmith, Gabriel Armand, m'a demandé de faire, c'était une traduction, je ne sais plus si c'était de français en anglais ou d'anglais en français. Il se trouve que j'avais une licence de lettres anglaises, de littérature anglaise, d'enseignement. Donc j'étais censé être bon en anglais. Et donc je prends avec plaisir le boulot qu'il me donne, je le fais, je ramène ma copie à Gabriel Armand, je lui présente, et là je vois un tout petit peu de crispation. Et comme Gabriel Armand était un gentleman extrêmement urbain, extrêmement poli, il ne fait pas de remarques, mais il prend son crayon rouge, et il commence à écrire en rouge sur ma copie. Et là je me suis dit, ah yes, c'est pas tout à fait ce que j'espérais. Et donc il m'a fait la correction, il me l'a donné, il m'a dit, lisez. J'ai lu la correction, et évidemment, il avait parfaitement raison. Je ne connaissais pas l'anglais juridique, qui est une langue particulière. Je n'avais jamais étudié l'anglais juridique. Donc ça m'a fait baisser d'un cran mes prétentions, et j'ai compris qu'il fallait que je m'investisse beaucoup plus dans ce que je faisais. J'avais des préconceptions, on a tous des préjugés. J'ai compris qu'il fallait que j'abandonne tout ça, que je redevienne un peu humble, et que j'apprenne. Et j'ai appris. Et donc vous passez associé ? Et je passe associé avec d'autres collaborateurs en même temps. Comment ça se passe ? Et ça se passe très bien, merveilleusement bien, on est fous de joie tous. C'est quoi votre vie en fait à ce moment-là ? Ça ressemble à quoi votre vie à ce moment-là ? C'est un rêve, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Moins de 30 ans, associé du deuxième cabinet français. Bon, génial quoi. Et là, tout m'était ouvert. Et puis, ce qui s'est passé était aussi une leçon. C'est-à-dire que parmi les collaborateurs ayant été faits associés le même jour que moi, il y avait un garçon plus âgé que moi qui était un fiscaliste, qui avait été chez, à l'époque, Cooper Saley Brand, qui est devenu PricewaterhouseCoopers maintenant, et c'était un très bon fiscaliste. Et le grand patron du cabinet, Goldsmith, était aussi fiscaliste. Et puis, je crois qu'ils ne se sont pas très bien entendus, et surtout, ils avaient des visions de la fiscalité différentes. Je ne dis pas que l'un avait une meilleure vision que l'autre, mais c'était des visions différentes. Donc, ils ne s'entendaient pas bien sur des questions de droit fiscal. Et puis, à un moment, Goldsmith en a eu assez de ce jeune associé qui essayait de lui faire changer d'idée alors qu'il avait des bonnes idées. Sans doute... en tout cas, qu'il avait ses idées. Qu'il avait ses idées. Et donc, il l'a viré comme un malpropre. Mais vraiment pas bien. Et moi, comme j'étais jeune et naïf et chevaleresque, j'ai pris fait et cause pour Robert Cobet, qui se faisait virer. Et puis là, je ne me suis pas rendu compte que mon destin était scellé, puisque j'avais fait un crime de lèse-majesté, je m'étais opposé au grand patron. Et donc, très peu de mois après que Robert Cobet ait effectivement quitté le cabinet, on m'a demandé de partir aussi. Et là, je me suis retrouvé, je suis tombé de mon Olympe, je suis retombé sur le sol, un peu cassé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire ? Et puis, comme je connaissais Robert Cobet et que Robert Cobet était seul, on s'est parlé et on s'est dit, bon, on va se mettre ensemble parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on s'aime bien. Et Robert m'a proposé à l'association de monter un cabinet. Et j'ai dit oui. Et donc, on a pris des locaux et une secrétaire, qui d'ailleurs était une secrétaire de chez Goldsmith, qui nous a suivis. Et on a démarré à deux avec une secrétaire dans des locaux rue d'Anjou. On se louait à un cabinet néerlandais. Et puis, c'est parti de là. On a eu des clients, on s'était dit, si on n'a pas un seul client dans les 2 mois, on ferme. C'était notre deal au départ. Et puis on a eu un client, un deuxième client, un troisième client, et puis boule de neige, effet qui est assez classique, quand on s'installe, ça crée de la sympathie. Donc on a attiré des clients, et voilà, et c'est parti comme ça. Et au bout de quelques années, alors Robert Cobet, ça a été un associé merveilleux, on a été associés pendant plus de 20 ans, je pense, et on ne s'est jamais disputé sur quoi que ce soit. Jamais. Il est parti à la retraite, il a eu une retraite heureuse, je pense, en Ariège, ou en Andorre. C'est un fiscaliste, donc il est parti en Andorre, garçon intelligent. Et il a mis en application pour lui-même ce qu'il conseillait à ses clients. Et donc, voilà, pas de nuages, et on a attiré des talents d'autres cabinets, et au bout de quelques années, on s'est retrouvé avec un cabinet qui avait un peu plus de 30 avocats, on était une dizaine d'associés avec un étage et demi sur les Champs-Élysées, et ça marchait du feu de Dieu. Donc là aussi, c'était merveilleux, on avait fait une vraie réussite. C'était quoi votre activité ? C'était 70% de conseil et 30% de contentieux.
Donc en droit international, commerce international. Oui. Et par rapport à ce livre que vous aviez lu et qui vous a inspiré pour devenir avocat, vous vouliez agir sur le monde. Oui. Est-ce que ça répondait à ça, à cet appel? Alors, curieusement, la réponse c'est oui et non. Ça m'a préparé à ce que je fais maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, alors que je suis en fin de carrière, je réalise mon ambition de jeune avocat. J'agis sur le monde parce que je fais de la diplomatie professionnelle. C'est-à-dire que, indépendamment de mon métier d'avocat, je suis également un élu du Conseil national du barreau, où je préside la commission internationale, et je voyage dans le monde entier pour essayer de promouvoir les avocats français et l'activité d'avocat en France. Donc ça, c'est mon job, mon second job. Les Anglais diraient my night job. Et je le fais avec beaucoup de plaisir parce que c'est exactement ce que je voulais faire. Je fais de la diplomatie professionnelle. Quel changeait d'être l'ambassadeur du barreau français. D'accord. Mais à cette époque, en tout cas, donc vous êtes jeune avocat, jeune associé, et puis ensuite pendant 20 ans, ce lien avec cette volonté initiale, en tout cas d'agir sur le monde, vous l'avez un peu perdu. Non, je ne l'ai pas perdu parce que j'ai fait autre chose. C'est-à-dire que dans une autre vie, je suis aussi officier de réserve. Donc j'ai fait de la réserve opérationnelle pendant très très longtemps. D'abord dans la marine, qui est mon arme d'origine, ensuite dans des organismes interarmés. Et donc, ça m'a permis d'agir sur le monde autrement, par le biais de la défense. Mais c'est une autre histoire dans laquelle je ne peux pas rentrer. Non, mais cela dit, c'est pareil, ça en dit long. Alors déjà, j'ai une première question, c'est un regret d'avoir pris fait et cause pour ce collègue, donc vous avez estimé que l'attitude, qu'il était maltraité. Oui. Non, aucun regret. De toute façon, il ne faut jamais avoir de regret dans la vie, ça ne sert à rien. Si je n'avais pas mesuré les conséquences, en réalité, j'étais jeune, j'étais un peu naïf, et je n'avais pas compris ce qui allait se passer. Et de fait, j'ai eu aussi, plus tard, je vous raconterai si on a le temps, d'autres anecdotes professionnelles qui m'ont ouvert les yeux sur les conséquences imprévues de certains actes, et parfois tragiques. Mais pour en revenir à cela, donc j'ai jamais regretté d'avoir pris fait et cause pour Robert. Je pense que c'était juste. Ce que j'ai déploré, c'est que je me suis fâché. Enfin, Goldsmith s'est fâché avec moi, au point que, alors que j'étais son fils prodigue, j'étais vraiment celui qui l'avait fait monter. Qui l'a fait monter. Quand on se rencontrait, où que ce soit dans le monde, dans les conférences de l'IBA ou ailleurs, on était dans le même ascenseur. Je lui disais bonjour, il ne me répondait pas. Et ça, c'est triste, parce que au fond, son cabinet n'a pas tenu à cause de son caractère, qui était un peu difficile. Et moi, je suis allé à ses obsèques quand il est mort, et il y avait très très peu de monde de ses anciens collaborateurs, de ses anciennes sociétés. J'étais pratiquement le seul. Le bâtonnier Battier était venu parce que l'ordre lui avait demandé d'être là. Et Bernard Battier et moi, on s'est parlé parce qu'on était un peu seuls. Il y avait pratiquement personne. Ça, c'était très triste pour moi. Ça veut dire que quelque part, il a plus été apprécié pour ce qu'il était. C'était un vrai génie de la fiscalité et du droit international. Il m'a énormément appris. Je lui voue une grande reconnaissance. Donc, voilà une tristesse de cette rupture de lien. Oui, c'est ça, une tristesse de rupture de lien, exactement. Ouais. Mais en tout cas, quand même pas. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu prendre fait et cause autrement pour peut-être correspondre à ce qui était juste pour vous sans conduire à une rupture de lien? Ou est-ce que vous pensez que vraiment, de toute façon, par rapport au caractère de cet associé, c'était difficile de pouvoir se positionner sans provoquer ce genre de rupture? Je pense que la suite a montré que ça aurait été mission impossible. Parce que après que j'ai quitté le cabinet à sa demande, ses associés, les uns après les autres, sont partis dans des directions différentes. Ils ne sont pas restés avec lui. Et donc je pense que son caractère était ainsi fait qu'il n'agrégeait pas. Et ce qui est très regrettable. Oui. Alors que vous, au contraire, vous avez agrégé donc avec une personne avec qui vous partagiez manifestement des valeurs et une vision. Exactement, une vision. Et ce cabinet, quelle était votre vision justement? Notre vision, c'était de faire un cabinet essentiellement français, tourné essentiellement vers l'international. Et donc on a été un des membres fondateurs de l'association des cabinets d'avocats à vocation internationale, l'ACAVI, qui s'est créée en 1983 à l'initiative
d'un très bon confrère qui s'appelle Jean-Bernard Thomas, qui était très connu dans la profession. Robert Cobet a été un des présidents de l'ACAVI. L'ACAVI, au moment de la fusion des professions d'avocats et de conseils juridiques, a fusionné avec l'Association nationale des conseils juridiques et est devenue l'ACE. Donc c'est une très vieille histoire. L'engagement syndical dans la profession, pour moi, est quelque chose de très très ancien. Alors parlons-en de cet engagement syndical. Que puis-je vous dire? Comment est-ce que vous avez initié ça? Qu'est-ce que vous cherchez dans cet engagement syndical? Alors, je cherchais à promouvoir l'idée que les avocats français sont très bons, ont des vraies compétences et qu'ils sont recherchés sur le marché international. Et donc, j'avais créé à l'ACAVI la section internationale, qui est devenue la section internationale de la CE. J'en ai été le premier président, et puis j'ai passé la main à d'autres, parce qu'il ne faut jamais rester trop longtemps dans un poste, il faut toujours préparer ses successeurs. Et donc, j'ai eu la joie, par exemple, je vous donne un exemple qui pour moi est une source de satisfaction personnelle. J'ai créé avec d'autres confrères français et allemands les séminaires franco-allemands de l'ACE et du Deutscher Anwaltverein, qui est l'équivalent en Allemagne. Et on doit être maintenant à la 26e ou 27e année que ça dure et ça prospère. C'est-à-dire qu'il y a toujours des jeunes avocats des deux côtés du Rhin qui viennent et qui se rapprochent et qui font connaissance et qui apprennent les spécificités du droit de part et d'autre et qui échangent sur des sujets d'actualité. C'est merveilleux, c'est très stimulant. Donc c'était aussi une manière de chercher de l'inspiration, toutes ces rencontres? Alors, pas forcément de la chercher, mais en tout cas c'était une source de stimulation. Je crois que toute rencontre est stimulante. Je crois qu'il n'y a pas de rencontre non stimulante. Ou alors c'est vraiment que c'est j'imagine pas. Mais soyons honnêtes, il y avait aussi un but, un intérêt professionnel là-dedans. C'est-à-dire que quand vous rencontrez des gens, ils vous trouvent sympathiques, vous les trouvez sympathiques, peut-être qu'on va s'échanger des dossiers. Et de fait, ça s'est passé comme ça. Donc on a bâti des réseaux d'amitié professionnelle sur des très longues durées, avec des échanges de dossiers vraiment qui fonctionnaient bien, et tout ça a été formidablement profitable. Je n'hésite pas, je ne crains pas de le dire. Non, il n'y a pas de problème. Et donc cette vision de cabinet partagé, vous avez dit que vous souhaitiez un cabinet qui était vraiment très tourné vers l'international. Oui. Et donc vous l'avez développé comme ça, et notamment par votre engagement syndical et cette section internationale que vous avez présidée. Mais au-delà du positionnement du cabinet, qu'est-ce que vous souhaitiez créer en fait comme culture? Vous avez quand même atteint jusqu'à une trentaine de personnes dans ce cabinet. Oui. Quelle était votre vision en termes vraiment humains, plus pour le coup? Moi, je voulais faire passer des méthodes de travail. C'est-à-dire que je pensais que la profession, enfin, mon analyse, c'est que la profession est globalement en France en retard sur des pays voisins qui sont comparables et qu'il faut faire bouger la profession. Et donc, j'essayais, à mon petit niveau, avec mes petits bras, de faire en sorte que dans mon cabinet, les choses soient modernes, soient vraiment à la page, soit l'angle le plus avancé possible. Donc, on a mis en place des process, ce qui était relativement nouveau chez les avocats à l'époque, pour que les dossiers soient traités d'une certaine manière, avec une certaine rigueur et avec un autocontrôle ou avec des contrôles. Voilà. Et donc, cette qualité de travail était appréciée à la fois de nos collaborateurs, qu'on formait à cette manière de travailler, et aussi évidemment de nos clients. Donc, c'était gagnant-gagnant. Donc, modernité. Modernité, exactement. Pourquoi la fin de cette aventure, puisque ça se passait si bien? Alors, malheureusement, c'est une histoire triste. Ça, c'est une histoire triste. J'étais un des gérants du cabinet avec Robert Cobet. Est-ce que Robert Cobet venait de prendre sa retraite? Donc, il n'était plus dans le cabinet. Nous avions, je vous l'ai dit, un étage et demi de bureaux sur les Champs-Élysées, au-dessus du pub Renault, très très bien. On gagnait extraordinairement bien notre vie, il n'y avait aucun problème financier. Et on manquait de place, c'est-à-dire qu'on arrivait maintenant vraiment au maximum d'avocats par mètre carré, enfin on ne pouvait plus. Et donc, par chance, le demi-étage qui nous manquait, au 5e, se libère. Donc je vais voir le représentant du propriétaire, le gérant de l'immeuble, et je négocie un prix pour le demi-5e étage. Et je fais un mémo à mes associés en disant, voilà, c'est formidable, on a une chance extraordinaire, on va pouvoir s'étendre dans nos locaux sans déménager, et c'est ce qu'il nous faut.
Donc je fais le mémo, je l'envoie à mes associés, je convoque une assemblée générale d'associés, et l'assemblée se tient, je fais le pitch pour ce que je voulais qu'on décide, c'est-à-dire le bail pour le demi-cinquième étage. J'explique que les tenants et aboutissants, parce que beaucoup d'associés ne lisent pas ce qu'on leur envoie, on le sait bien, donc je fais le pitch, et là on passe au vote. Et surprise et déception, ou déception et surprise, sur 10 associés, 8 votent contre, et avec 2 votes pour. Le mien, bien sûr, et celui de mon collaborateur devenu associé, avec lequel j'ai dîné samedi soir. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, ou alors, finalement, je finis par comprendre que mes associés voulaient rester comme on était. Ils voulaient continuer à gagner de l'argent, très bien, mais ils voulaient rester comme ça jusqu'à leur retraite. Ils ne voulaient plus développer, ils ne voulaient plus grandir, ils ne voulaient plus se donner la peine d'aller chercher des clients. Ils ne voulaient plus prendre de risques. Aversion au risque. Mais il n'y avait aucun risque. On va prendre un demi-échage quand on a les moyens de le payer, ou le risque. Mais non, ils ne voulaient plus. On n'avait plus la même vision. Et donc le lendemain de cette terrible assemblée générale, je file madame et je me retire du cabinet avec un préavis de 6 mois. C'est très fort, ça. Oui, ben, je ne pouvais pas non plus me lever en me disant je suis en train de m'enterrer. Donc quand je me lève, il faut bien que j'ai envie de travailler. Je ne pouvais pas rester dans un truc qui était confiné. C'est un sarcophage en fait. Donc je pars. Mais vous n'avez pas eu ni peur, ni... Ben, non, c'est-à-dire que je n'avais pas le choix. Ça ne correspondait plus à ma vision ni à mes valeurs. Donc comme je suis un garçon relativement... voilà. Donc voilà, je filme madame et je me retire du cabinet. Et là, je n'avais pas mesuré les conséquences. Donc c'est une deuxième expérience où vous n'aviez pas mesuré les conséquences. Et là, pourtant, j'avais quand même un peu plus de bouteilles, d'années d'heures de vol, mais je n'avais pas du tout mesuré ce qui allait se passer. Ce qui s'est passé, c'est que le cabinet a explosé. Après que je sois parti, après les 6 mois, le cabinet n'existait plus. Et chacun est parti dans son coin. Et j'ai demandé à Bernard Vattier, qui est un ami, un ancien bâtonnier de Paris, mais surtout un ami, qu'est-ce qui s'était passé selon lui? Et il a eu cette réponse qui était plutôt flatteuse, mais je vous la donne pour ce qu'elle vaut. Il m'a dit, Louis, tu étais le ciment de ce cabinet, une fois que toi parti, ça ne pouvait pas tenir. Et alors, la conséquence tragique, c'est qu'un de mes associés s'est suicidé. Alors, je pense que c'est lié au fait que dans son couple, peut-être qu'il y avait des problèmes, mais je ne pense pas que c'était directement lié au fait que le cabinet explosait. Mais ça a été la goutte d'eau qui l'a fait passer à l'acte. Et ça, encore aujourd'hui, c'est une douleur pour moi. Je n'avais pas du tout pensé qu'il pouvait se passer des choses pareilles. Voilà. Et comment vous avez rebondi? Eh bien, très simplement, j'ai passé 2 coups de fil à deux cabinets où je connaissais les patrons. Il y en a un qui m'a dit viens déjeuner. On a déjeuné. On a fait un deal assez simple. Et je suis allé chez lui avec mes clients. Ça a duré pas longtemps, ça a duré 1 an, parce qu'il n'a pas tenu les termes du deal. C'est un monsieur qui avait 70 ans à l'époque, et le deal, c'était qu'il me passe les rênes du cabinet, je devenais co-gérant avec lui, et à terme, je prenais sa succession, il restait dans le cabinet tant qu'il voulait, et je devenais le manager du cabinet, parce que j'aime bien manager. Et il n'a pas tenu sa partie du deal. En 1 an, je n'ai pas vu les comptes. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à avoir la moindre vision sur ce qui se passait dans le cabinet. Donc, au bout d'1 an, j'ai dit ciao. Et j'ai cherché une autre crèmerie que j'ai trouvée immédiatement avec un avocat que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Claude Dubarry. Et Jean-Claude m'a fait venir dans son cabinet. Il le quittait, il partait à la retraite. Ses jeunes associés m'ont coopté. Et je suis devenu associé de Dubarry. Et Dubarry s'est transformé peu de temps après en Phil Fisher, parce que ils étaient déjà en réseau avec Phil Fisher, et je suis la plupart des associés de Dubarry sont devenus Phil Fisher Paris. C'était la première la création de Phil Fisher à Paris. Et vous n'avez pas eu de problème avec vos clients de tous ces changements de crèmerie? Ils vous ont suivi sans embâche? Alors, j'ai
l'immense joie, et même, oui, ils m'ont suivi. Ils m'ont suivi, et encore aujourd'hui, les clients que j'ai maintenant dans cette nouvelle aventure sont des clients très anciens, très anciens, qui me suivent parce que finalement, ils se fichent pas mal, et c'est une bonne leçon pour les jeunes, ça. Ils se fichent pas mal de la taille de la structure ou du nom de la structure, mais ils veulent avoir un service. Et si vous prouvez que vous êtes capable de délivrer le service que les clients attendent, ils vont vous suivre parce qu'ils préfèrent la sécurité de savoir quel service ils vont avoir que d'essayer de quelque chose de éventuellement problématique. Vous avez dit que vous aimiez bien manager. Oui. Comment est-ce né cette Et en fait, j'ai interviewé Paul Lignière de Oui, je connais Paul. 14 et il explique dans son interview que trop peu d'avocats, enfin quand il est devenu managing partner, qu'il avait envie d'être un vrai managing partner, c'est-à-dire de manager le cabinet et de pas juste faire son travail en tant qu'avocat et de Oui. voilà. Et il explique que selon lui, trop peu d'avocats investissent ce rôle dans le management d'un cabinet. Comme étant le management d'une entreprise. Oui. Est-ce que ça vient de là, votre appétence pour le management? Et peut-être, est-ce que ça vient de là que Maître Vattier vous a dit, à l'explosion de votre cabinet, que vous en étiez le ciment quelque part? Est-ce que vous pensez que tout ça est un peu lié? Je ne sais pas. Je pense que la première qualité qu'il faut avoir pour être managing partner, c'est d'avoir de l'empathie pour les autres. C'est-à-dire que si vous êtes un mur froid, glacial, et vous êtes antipathique, vous êtes sûr de ne pas réussir comme managing partner, parce qu'il faut agréger des talents et puis convaincre. Et vous ne pourrez jamais convaincre si vous n'êtes pas un tout petit peu en empathie avec les autres. Donc je pense que ça, c'est la première règle. Maintenant, est-ce que c'est lié? Je pense mon intérêt pour le rôle de managing partner ou de manager de cabinet, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure sur le process. Pour être moderne, il faut comprendre comment fonctionne une entreprise, et un cabinet d'avocats est une entreprise. C'est une évidence aujourd'hui, mais à l'époque, ça ne l'était pas. On pensait qu'on était sorti de la cuisse de Jupiter et qu'il ne fallait pas faire comme tout le monde. Mais non, c'est une entreprise. Elle a un besoin de fonds de roulement, elle a besoin de l'appui des banques, elle a besoin voilà, c'est plein de choses qui sont le b.a.-ba des entreprises. Et donc ce rôle, comment vous l'avez investi? Ben, je l'ai investi parce que j'avais généralement un co-managing partner, Robert Coubet dont je vous ai parlé, qui me permettait de ne pas tout faire tout seul. Donc on avait un vrai dialogue de personnes responsables voulant le bien de la collectivité. Et d'autre part, mes autres associés étaient tout à fait d'accord sur le fait que je n'allais pas faire mes 1400 ou 1500 ou 1600 heures par an pour les clients. J'allais en faire 700, 800 pour les clients, mais le reste, j'allais le faire pour la collectivité. Donc ils ont compris qu'il fallait dégager du temps pour qu'on puisse faire le rôle de managing partner de manière correcte. Donc c'est un métier à part entière en fait. C'est un demi-métier, c'est-à-dire qu'on peut faire ça et l'avocat, mais avec des aménagements. Et on a un petit peu parlé avant de commencer cette interview, je triche, je dois reconnaître, mais vous m'avez parlé d'une belle relation de mentorat que vous avez eue avec un collaborateur. Oui. Et ça m'intrigue et je voulais vous questionner là-dessus. Vous avez dit que pour manager, il fallait aimer les gens, Oui. et qu'il fallait avoir de l'empathie. Est-ce que comment vous avez vécu vos relations avec vos collaborateurs et peut-être avec ce collaborateur en particulier, mais... Alors, je vous l'ai dit, j'ai été vraiment formé par Jean-Claude Goldsmith, qui avait un caractère très dur, mais qui était parfois très drôle et très charmeur aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas uniquement dur et exigeant, comme un patron doit l'être, mais il était parfois très agréable aussi. C'était une sorte de, un peu, je dirais pas caractériel, mais il s'énervait quand c'était pas bien, mais il était capable de reconnaître quand c'était bien. Donc j'ai appris auprès de lui comment on forme des collaborateurs. Et donc, j'ai essayé de faire un tout petit peu mieux que Jean-Claude Goldsmith, parce que je n'ai pas un caractère, je ne pense pas être caractériel, je ne pense pas avoir un caractère vraiment difficile, mais j'ai appris qu'il fallait être exigeant, parce que si on demande le meilleur des autres, ça va sortir, on les porte à un niveau où ils sont capables de devenir bien meilleurs que ce qu'ils pensaient pouvoir être. Donc l'exigence professionnelle, c'est important, mais en même temps,
de dire ce qui va et ce qui va bien, et ce qui ne va pas et ce qui va bien. De le dire, d'être formateur de ce point de vue-là. Donc le mentorat, c'est ça. Pardon, j'ouvre une parenthèse pour dire que la marine dans laquelle j'ai servi m'a aussi beaucoup appris. C'est que dans la marine, à quelque poste de responsabilité que vous êtes, votre premier job, c'est de former votre successeur. Parce qu'il peut se produire n'importe quoi. Le bateau peut couler, vous pouvez être attaqué, vous pouvez faire un malaise, vous pouvez mourir. Il faut qu'il y ait quelqu'un pour faire votre job. Donc c'est très important, c'est une vraie responsabilité de former quelqu'un, si possible plusieurs, mais au moins quelqu'un qui soit capable de faire votre job. Donc moi j'ai toujours pris cette obligation militaire très à la lettre, et donc j'ai formé des collaborateurs. Et notamment Patrick Thiébard, qui était un garçon exceptionnellement doué, et qui a tout de suite pigé très très vite où est-ce que je voulais l'emmener. Et qui aujourd'hui, ça me fait rigoler, me racontait que il applique mes recettes avec ses collaborateurs. Il a une grosse équipe, il est spécialisé du droit du travail. Il a, je crois, 7 collaborateurs dans son équipe. Et tous les lundis matins, il fait une réunion avec des checklists, comme je lui ai appris à l'époque. C'est merveilleux, ça m'amuse, ça fait hurler de rire. Il continue à appliquer mes recettes. C'est inusuel, ça. Enfin, en fait, dans Fleur d'avocat, j'ai eu à plusieurs reprises ce type d'échange. Enfin, j'ai abordé à plusieurs reprises ce sujet de former ses collaborateurs de façon à ce qu'ils puissent prendre leur indépendance et le risque qui est associé à ça. Oui. Notamment parce que moi, j'ai un ami en particulier, mais cela dit, c'est un discours que j'entends souvent de collaborateurs qui ont l'impression que leur associé veut pas, comme si l'associé avait peur que le collaborateur parte avec un client, enfin, c'est cette peur-là en fait, de former pour ensuite, peut-être que c'est former quelqu'un qui va partir avec de la richesse, que ce soit la richesse du savoir-faire appris, ou que ce soit même de la richesse qui soit emmenée de l'intérieur vers l'extérieur. Vous, manifestement, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui n'a pas pris le dessus par rapport à votre déformation professionnelle militaire en tout cas. Je crois que nous faisons un métier merveilleux parce qu'il est bâti sur la confiance. C'est la première des valeurs, c'est la confiance. Sans la confiance du client vers l'avocat, l'avocat ne mange pas, il ne fait rien. C'est parce qu'il a la confiance de ses clients qu'il peut travailler. Donc c'est déjà, il faut se mettre en mode d'inspirer de la confiance. Et on ne peut pas inspirer de la confiance si on n'a pas confiance en soi-même. Si on est troublé parce qu'on est insécure, on ne va pas inspirer confiance. Les clients le sentent. Et c'est pareil pour les collaborateurs. Si on n'est pas bien confiant de ce qu'on est capable de faire, et on est capable de faire des choses incroyablement magnifiques, tous, on ne va pas retenir des collaborateurs. Ils vont fuir. Ils vont avoir peur de quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. Donc il faut inspirer de la confiance aux clients et aux collaborateurs. C'est fondamental. Et vous, cette confiance, vous l'aviez déjà jeune ? Je ne sais pas. Je ne vais pas être prétentieux. Je pense que j'étais relativement inconscient. C'est-à-dire que pour moi, la confiance, ça se mérite. C'est enfoncer une porte ouverte que de dire que dans notre profession, ce sont des relations de long terme. Une carrière, c'est en général 40 ans ou à peu près. Donc, pour durer aussi longtemps, il faut bâtir des relations, commencer jeune, et les maintenir, ou même les accroître si on peut. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir déjà une petite dose de confiance en soi, sinon on ne se lance pas dans cette aventure, une aventure entrepreneuriale en réalité. Hein. Et puis ensuite, voilà, je ne sais pas, je ne sais pas répondre vraiment à votre question. Je pense que oui, j'avais plus d'inconscience que de confiance. Ou peut-être que vous étiez inconscient parce que vous aviez confiance. Peut-être, c'est une jolie formule. Peut-être, absolument. J'étais inconscient de la confiance, effectivement, oui. Bon, en tout cas, ça a porté ses fruits. Oui, tout à fait. Vous avez mentionné que cette inconscience dont vous avez joué des tours, il y a eu cette première fois où vous avez été prié de partir, il y a eu cette deuxième fois où ensuite le cabinet a explosé et ça a eu des conséquences dramatiques qui sont pas, dont vous n'êtes pas responsable, mais qui ont quand même... Est-ce que vous avez eu d'autres, comme ça, expériences un peu fortes, d'autres histoires
que vous voudriez, dont vous voudriez parler parce qu'elles ont marqué votre carrière et qu'elles ont marqué votre apprentissage? Il y a plein d'histoires, tous les avocats ont plein d'histoires. Mais c'est vrai que je pourrais vous parler. Alors, c'était encore à l'époque Goldsmith. On en a fait un film de cette histoire, le sucre. Vous êtes trop jeune pour vous souvenir du crack de la Bourse de commerce de Paris sur l'affaire du sucre, qui a failli emporter la place de Paris. Je veux dire, à l'époque, c'est quelque chose de colossal. Et là, on apprend très vite quand on est jeune avocat, parce que c'est des dossiers tellement exceptionnels qu'on en tire pendant des années un bénéfice intellectuel. Je vous la fais très courte. Maurice Nataf, un négociant en sucre, prend des positions longues sur le marché du sucre et n'est pas à même de répondre aux appels de marge qui sont la norme quand on est en position longue. Et comme il était dans une filière avec des contrats, des centaines de contrats, il a entraîné dans son incapacité à faire face financièrement aux appels de marge toute la filière du sucre. Et ça s'est abattu comme un château de cartes. Et tout le monde s'est retrouvé au tribunal de commerce de Paris, en chambre du conseil. Et il y avait peut-être... Allez, on n'était pas en chambre de conseil parce que ça ne pouvait pas tenir les 300 personnes. On devait être dans une des salles d'audience du tribunal de commerce de Paris, devant le président du tribunal de commerce de Paris, qui a fait un truc exceptionnel, qui n'arrive que très rarement dans la vie. Il a dit, soit on sauve la place, soit vous coulez tous. Et donc, il y avait les banques, il y avait tous les professionnels du secteur qui étaient là. Et finalement, à force de faire peur et de faire comprendre quels étaient les enjeux, il a réussi à trouver les possibilités de rétablir une certaine confiance, un temps suffisant pour que les choses se rétablissent. C'est un exemple de dossier unique et exceptionnel, vraiment formidable. Je pourrais vous parler aussi de l'affaire de la BCCI, qui était une des plus grandes faillites bancaires au monde, dans laquelle j'ai trempé pour un des actionnaires de la BCCI, mais c'est un autre sujet. Et je voudrais vous montrer ce tableau qui est derrière nous. Vous voyez, les avocats aiment bien les souvenirs. Ça n'a l'air de rien, ça. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, dans ce tableau, ce qui est un tableau un peu abstrait. N'ayez pas peur de dire une bêtise. Non, mais je n'ai pas peur de dire une bêtise, mais je laisse ce tableau infuser en moi parce que je ne le connais pas, donc je le découvre. Je pense que j'y vois deux figures dans un environnement. D'accord. En fait, il y a une figure, mais il y a aussi un meuble. Donc, je donne une piste. Ah, donc ce serait un bureau et une personne presque, devant son écritoire. Devant son écritoire, oui, c'est un peu ça. Mais c'est pas tout à fait une écritoire. Sur un sorte de ballon de Pilate. Alors, c'est amusant. C'est ma lecture. J'y avais pensé, c'est bien ce que vous voulez dire. Ça me plaît beaucoup. C'est un tableau de Jean Herbin, qui est un peintre des années 50, de l'immédiate après-guerre, qui s'appelle Le Fou. Plus généralement, c'est une copie du vrai tableau de Herbin, Le Fou, qui est ailleurs. Mais c'est une histoire vraie, et c'est un dossier. C'est un dossier qui allait jusqu'en cassation, parce que ce tableau appartenait à un de mes clients allemands, ou suisse, je ne me souviens plus, il l'avait acheté à la galerie Denise René, boulevard Saint-Germain. La galerie Denise René s'est trouvée en redressement judiciaire au moment où elle faisait une exposition de Herbin et ses successeurs, et cette galériste, très connue, avait demandé à son client, mon client, de lui prêter le tableau que lui avait acheté chez elle pour l'exposition qu'elle faisait. Donc il avait ramené de Suisse, je crois que c'était en Suisse, le tableau il était au moment du redressement judiciaire à la galerie Denise René. Et l'administrateur a mis la main dessus en disant c'est à moi. Et donc mon client a évidemment dit non, c'est pas à vous, c'est à moi. Et on a eu une discussion juridique sur le gage, sur le créancier gagiste. Finalement, je vous la fais courte aussi, cette discussion juridique est montée jusqu'en cassation, où la Cour de cassation a dit que, dans le contexte particulier d'un administrateur judiciaire qui met la main sur un bien n'appartenant pas à
à la société en difficulté, la notion de créancier gagiste ne s'exerce que d'une certaine manière. Donc, on a fait avancer la jurisprudence et le tableau a été, donc, suite à cet arrêt de cassation, restitué à mon client, qui en a été très heureux. Et donc, j'ai une copie comme cadeau de mon client pour vous remercier de mes efforts. Super. Donc Et donc, ça montre, pardon, j'ai oublié le principal, c'est un moine capucin, vous voyez la capuche du moine sur le côté, en prière devant un lutrin. Et c'est pour ça qu'il l'a appelé le fou, parce que dans le monde moderne, quel est le fou qui passe du temps à prier? Les moines. C'est les seuls. Et donc c'est assez beau, parce que ça veut dire que pour certains, on est fou quand on se met à réfléchir, à s'isoler, à se mettre dans une position, dans une posture de réfléchir très profondément à quelque chose d'important. Pour d'autres, ça apparaît comme une folie, parce qu'on est dans un monde extrêmement bousculé. Mais ça, c'est une vraie leçon. Et vous prenez beaucoup le temps de la réflexion, justement? Énormément. Je réfléchis beaucoup au dossier. Je me réveille la nuit. Je me dis, mais pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt? Il y a des idées comme ça qui me viennent. Et vous y dédiez un temps, vous y dédiez un vrai temps? Oui, bien sûr. C'est-à-dire un temps, des moments où vous vous assurez que vous n'avez pas de rendez-vous, que du temps vraiment juste de réflexion. De réflexion, oui. Ouais. Ouais. Je vous pose la question parce que je trouve que c'est pas si évident. Enfin, en tout cas, au niveau que moi j'ai pu voir, c'est facile de se laisser embourber dans les deadlines, la recherche à faire pour tout de suite, les conclusions à écrire pour tout de suite, et finalement d'avoir des semaines qui s'enchaînent sans avoir vraiment d'espace où on prend du recul et où on réfléchit et on va peut-être chercher ailleurs des réponses. Et donc, je vous pose cette question parce que ce temps de la réflexion, je ne le trouve pas si évident, en tout cas en 2019. Alors moi, je pense que le temps, c'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, est élastique. C'est une notion qu'on peut étirer le temps. C'est une question d'organisation. Si vous êtes bien organisé, concrètement, physiquement et aussi mentalement, vous allez dégager le temps qu'il faut pour les choses qui sont importantes pour vous. Mais si vous n'êtes pas organisé, vous allez vous laisser envahir, submerger par des fausses urgences, des fausses priorités, des choses qui ne valent pas, qui ne devraient pas venir au moment où vous les traitez. Je pense que c'est pas modeste de le dire, mais l'année où j'ai été le plus productif de ma vie professionnelle, c'était en 91-92. Et pourquoi c'était en 91-92? Parce que c'était l'année où j'étais auditeur de l'IHEDN, qui me prenait... C'est quoi l'IHEDN? L'Institut des études de défense nationale. D'accord. Et j'avais donc 2 jours par semaine de prix, plus des voyages assez longs par moment. Donc j'avais des semaines qui étaient des fausses semaines de 5 jours, mais il fallait que je fasse en réalité plus que le temps que j'avais pour faire ce que j'avais à faire. Et de fait, j'étais extraordinairement performant pour les clients parce que j'étais extrêmement organisé. J'avais pas le choix. J'avais vraiment le couteau sous la gorge. Il fallait que je le fasse, que je m'organise pour pouvoir survivre. Et je l'ai fait. Et alors, c'est quoi votre secret d'organisation pour que le temps soit élastique? Ça m'intéresse. Je sais pas s'il y a vraiment des recettes transposables. Je pense que déjà, si on peut évacuer immédiatement tout tartiner la tartine par les bords, c'est-à-dire qu'on commence déjà à évacuer tout ce qui est facile, tout ce qui ne va pas prendre beaucoup de temps, mais on l'évacue, on le fait, on le traite pratiquement en temps réel. Donc il reste que le gros de choses à faire, et là il faut juste le gérer dans un calendrier en étant assez conscient de comment on va, quel temps est nécessaire pour en débitant en tranches ce qu'il y a à faire. D'accord. Et on gère. Donc vous vous dites, il faudrait que je fasse ça, j'y dédie 3 heures et je le ferai à tel moment, etc. Oui. etc. En laissant évidemment du temps pour l'imprévu qui arrive immanquablement. Oui. Ouais. Donc même l'urgence est organisable. Même l'urgence est organisable, exactement. Ça m'amène à vous demander comment est-ce que vous vous êtes engagé auprès du Conseil de l'Ordre? Ah, merci de me poser cette question. En fait, je me suis d'abord engagé au Conseil national des barreaux. Je vous ai dit que j'étais un
syndicaliste convaincu. Mon syndicat m'a proposé, comme sur la liste des élus, candidats au Conseil national des barreaux, c'était en 2008. J'ai été élu, j'ai commencé à être au Conseil national des barreaux de 2009 à 2011, pendant 3 ans. J'ai été le vice-président de la Commission internationale pendant ces 3 ans. J'ai beaucoup apprécié le Conseil national des barreaux. Je trouvais que c'était un endroit où on réfléchissait, il y avait une vraie qualité intellectuelle et des vrais débats. C'était un vrai parlement, on discutait férocement, très très dur, mais au moins on faisait avancer la profession. J'avais le sentiment que ça servait à quelque chose. Donc cet investissement de 3 ans m'a plu. Et puis je me suis dit après, tu as fait ça, pourquoi tu n'essayerais pas le Conseil de l'ordre? Parce que, évidemment, d'habitude, c'est dans l'autre sens. On commence par le Conseil de l'ordre, et puis on passe plus tard au Conseil national des barreaux. Moi, j'avais fait le Conseil national des barreaux, je me dis, allez, je présente ma candidature pour le Conseil de l'ordre. J'ai été élu à la 2e tentative, et là, j'ai pas du tout trouvé les mêmes satisfactions intellectuelles. J'ai trouvé des satisfactions, quelques-unes, mais pas du tout d'aider les confrères. C'est que là, on a directement les confrères. J'ai été, par exemple, responsable de la commission de déontologie des difficultés d'exercice en groupe. Vous savez que j'ai quand même une bonne expérience de l'exercice en groupe, donc j'ai aidé à concilier des associés qui s'entre-déchiraient. J'ai aidé à résoudre des choses assez compliquées, assez lourdes en fait. Donc là, on rendait service, on conciliait. C'était de même quand j'étais secrétaire de la commission publicité, internet, démarchage. Donc j'aidais les confrères à organiser leur publicité, leur sollicitation personnalisée, leur site internet et ainsi de suite, pour être dans la modernité et dans les clous de la déontologie. Donc ça, c'est des vrais services. Vous rendez service, vous avez la satisfaction du devoir accompli. Ce qui est moins satisfaisant, c'est la pauvreté des échanges au Conseil de l'ordre lui-même, avec des rapports qui arrivent en dernière minute, qui étaient bâclés, qu'on n'avait pas le temps de travailler. Enfin, tout ça était un peu... Quand on a connu le Conseil national des barreaux, c'était vraiment pas la joie. Donc, 3 ans de Conseil national de Conseil de l'ordre, et puis 10 ans après ma première élection au Conseil national des barreaux, je me suis dit, là, peut-être qu'il serait temps maintenant de terminer ma carrière en revenant à un endroit qui m'a plu. Et comme j'étais un élu ordinal, je me suis présenté sur la liste ordinale Paris et j'ai été élu au Conseil national des barreaux. C'est intéressant parce que ça montre bien les distinctions, le type de satisfaction qu'on peut rechercher dans un mandat par rapport à un autre. C'est-à-dire au Conseil de l'ordre, on est vraiment plus dans l'assistance aux confrères. Oui. Là où au Conseil national des barreaux, on serait plus dans la réflexion. Voilà. Donc je trouve ça intéressant de partager ça. Mais dans l'action aussi, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de mon rôle d'ambassadeur de la profession d'avocat à l'étranger. C'est vraiment quelque chose qui est formidable. Alors j'essaie de seconder la présidente Christiane Ferralschul qui fait un travail magnifique. Donc je suis très très content d'être à ses côtés. Et donc vous finissez votre carrière. Vous avez décidé de vous installer, de faire une nouvelle aventure. Exactement, le jeune start-upper de 70 ans. Ouais, mais c'est ça qui est super, c'est pour ça que je vous appelle à en parler. Écoutez, c'est une ultime prise de risque quand même. Mais oui, d'abord, quelle prise de risque? J'ai des clients, mes clients me font confiance. Ils pouvaient ne pas me suivre parce que je m'installe seul au lieu d'être un grand nombre de cabinets, mais finalement ils m'ont tous suivi. Donc déjà, grande satisfaction et risque quand même très mesuré. Et puis, j'avais envie de développer quelque chose que je n'arrivais pas à développer chez Phil Fisher, c'est l'arbitrage et la médiation, parce que j'étais sans arrêt conflicté. Et donc là je suis mon propre maître et j'ai pratiquement plus de conflit d'intérêt. Et donc ça, c'est formidable. Donc je développe. Donc vous développez. Oui. Donc c'est complètement nouveau finalement. Non, c'est pas nouveau parce que je faisais déjà de l'arbitrage, je faisais déjà de la médiation, mais je le fais maintenant à plus grande échelle. Oui. Donc c'est très 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 agréable. Et donc c'est là où on rejoint ce que vous vouliez. Enfin finalement votre première intention pour votre carrière. Exactement. Et alors? C'est formidable. Heureux. Absolument. Épanoui, les grands sourires, hein, si je devais traduire. Très, très épanoui.
Merci beaucoup. Ah non, 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 avant de dire merci, j'ai 3 petites questions. La première, c'est est-ce que vous avez une source d'inspiration actuelle que vous voudriez partager avec nous? Tout est source d'inspiration. C'est-à-dire que je ne veux pas faire une réponse qui évacue la question, mais regardez les arbres au printemps, c'est déjà une source d'inspiration. C'est-à-dire que la nature vous inspire. Vous lisez quelque chose qui vous plaît, une poésie, c'est inspirant. Vous pensez au sacrifice des 2 commandos marines qui se sont fait tuer au Bénin ou au Burkina Faso, c'est inspirant aussi. Il y a plein de choses inspirantes. C'est-à-dire qu'il y a des multiples sources d'inspiration par rapport à sa vie, à ce qu'on veut faire, bien sûr. Quelle est votre dernière joie? Ma dernière joie, c'est une joie très personnelle. C'est d'être allé ce week-end avec mon fils sur la tombe de mes parents. Donc il a planté lui-même des petites choses, des petites plantes dans la jardinière sur la tombe de ses grands-parents. Et ça, je trouve ça m'a énormément touché. C'était une joie profonde. Et que portez-vous sous votre robe? Mon cœur, j'ai mon cœur d'homme et j'ai un cœur. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur l'empathie. C'est-à-dire que si on n'a pas d'empathie, on est sec, on n'a pas grand-chose à apporter aux autres. Si on s'ouvre, si le cœur s'ouvre, oui, peut-être qu'on peut contribuer. Mais merci beaucoup, Louis-Bernard Fishman, pour cet entretien. Merci, Lila Louise.